Merci d'être à nouveau présent sur Ton cours en 10 minutes pour ce numéro consacré à un chapitre de géographie de première. Il s'agit aujourd'hui de traiter le premier chapitre du thème 1 de géographie. Il est intitulé « Les villes à l'échelle mondiale, le poids croissant des métropoles ». En juillet 2016, la célèbre revue Courrier International titrait « Shenzhen, Kinshasa, Mexico, les villes prennent le pouvoir ». Cette prise de pouvoir des villes sur le monde est au cœur de ce chapitre. Alors en introduction, il faut rappeler que depuis 2007, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville. Ce processus d'urbanisation aboutit à la mise en place d'une société urbaine. On prend la mesure de l'intensité de ce phénomène quand on sait que selon la Banque mondiale, en 1900, les urbains ne représentaient pas plus de 15% de la population contre près de 56% aujourd'hui. On verra dans cette vidéo que cette urbanisation s'accompagne aussi d'un processus de métropolisation. Cette métropolisation peut être définie comme étant la concentration des hommes, des activités et des fonctions de commandement dans les métropoles, c'est-à-dire dans les plus grandes villes. Nous allons à présent voir comment la métropolisation structure l'espace mondial. Pour répondre à cette question, nous allons étudier dans une première partie les principales caractéristiques de la croissance urbaine, puis nous changerons de point de vue dans un second temps pour analyser le phénomène de la métropolisation afin de comprendre comment les plus grandes villes structurent l'espace. Partie 1. Taux d'urbanisation et croissance urbaine. Grand A. Taux d'urbanisation. À l'échelle mondiale, on constate d'importantes disparités dans le rythme de mise en place de la transition urbaine. Ce phénomène correspond au passage d'une société majoritairement rurale à une société majoritairement urbaine. Une des conséquences de ce décalage est qu'aujourd'hui, le taux d'urbanisation est très inégal à l'échelle mondiale. Les pays d'Amérique, d'Europe et du Moyen-Orient connaissent des taux d'urbanisation très élevés. Dans ces régions, le taux d'urbanisation dépasse souvent 70% comme en Argentine où 92% des habitants vivent en ville et notamment dans sa capitale Buenos Aires. À l'échelle continentale, c'est d'ailleurs le continent américain dans son ensemble qui connaît les taux d'urbanisation les plus élevés, avec plus de 80% d'urbains. Ce taux d'urbanisation est exceptionnel, il tient au fait à la fois du niveau de vie globalement élevé des habitants et à l'histoire économique et démographique particulière de ce continent. A l'inverse, les pays d'Asie du Sud et du Sud-Est et plus encore ceux d'Afrique subsaharienne ont des taux d'urbanisation encore extrêmement faibles. Au Népal et en Éthiopie par exemple, les ruraux représentent plus de 80% de la population totale. Dans ces pays, l'économie est encore très majoritairement agricole et la transition urbaine ne fait que commencer. À l'échelle du continent africain, les urbains ne représentent que 40% de la population totale, soit 2 fois moins que sur le continent américain. Il faut cependant garder à l'esprit que ce décalage tend à se combler. Grand B, mégapole et croissance urbaine. En effet, aujourd'hui, c'est dans les pays les moins urbanisés que les villes connaissent la croissance la plus rapide. A l'inverse, l'urbanisation est quasiment stabilisée dans les pays développés où la croissance démographique est faible et l'exode rural achevé. Sous l'effet de la métropolisation, on constate une concentration croissante des habitants dans les très grandes villes. Lorsque ces villes dépassent 10 millions d'habitants, on parle de mégapoles. En 1950, New York était la seule ville à pouvoir se prévaloir du statut de mégapole. En 1960, New York a été rejointe par Tokyo, qui, depuis cette date, reste la ville la plus peuplée du monde. Tokyo compterait aujourd'hui plus de 30 millions d'habitants. À partir des années 1980, le phénomène s'est amplifié, notamment en Amérique latine, où des villes comme Mexico, Sao Paulo et Buenos Aires sont devenues mégapoles à leur tour. Au cours des 20 dernières années, la formation de mégapoles n'a cessé de s'amplifier, notamment en Asie. L'Inde et la Chine compteraient déjà plusieurs dizaines de mégapoles, et à l'échelle mondiale, on estime qu'il y a en 2020 près d'une quarantaine de villes de plus de 10 millions d'habitants. Toutes les mégapoles ne connaissent pas la même dynamique, alors que certaines sont en pleine croissance, d'autres ont stabilisé leur population. Au cours des 10 dernières années, les mégapoles les plus anciennes ont généralement observé une croissance limitée de leur population. Cette carte montre par exemple l'évolution de la population des villes ayant atteint le stade de mégapole avant les années 1980. On constate qu'à l'exception de Shanghai, elles connaissent toutes aujourd'hui une croissance moyenne à faible de leur population. Les mégapoles les plus anciennes, comme New York et Tokyo, ont d'ailleurs stabilisé leur population à ce jour. A contrario, les villes qui sont devenues des mégapoles depuis l'an 2000 connaissent presque toutes une croissance soutenue. C'est particulièrement vrai en Chine, en Inde et en Afrique. Cette carte de l'ensemble des mégapoles montre bien le phénomène dont j'ai parlé précédemment, à savoir que la croissance des villes est faible là où le taux d'urbanisation est élevé.
comme en Amérique, en Europe et au Japon. A l'inverse, les mégapoles connaissent une croissance très rapide là où le taux d'urbanisation est encore faible, comme en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne, justement, les villes moyennes connaissent une croissance souvent encore plus forte que celle des mégapoles. Certaines villes multimillionnaires comme Ouagadougou et Abuja, qui sont les capitales politiques du Burkina Faso et du Nigeria, ont même connu une croissance supérieure à 7%. Cela signifie que leur population a doublé en moins de 10 ans. Mais revenons aux mégapoles. Contrairement à toutes ces villes géantes qui connaissent des croissances plus ou moins fortes, on observe aussi, surtout dans les pays développés, un phénomène moins connu mais qui prend de l'ampleur. Il s'agit du phénomène des villes rétrécissantes, ou shrinking cities en anglais. Ces villes qui perdent de la population préfigurent probablement l'avenir de la majorité des villes des pays du Nord d'ici à la fin du XXIe siècle. Certaines d'entre elles, comme Détroit ou Pittsburgh dans le nord-est des États-Unis, sont touchées par l'émigration car ce sont des villes industrielles en crise. Mais la plupart du temps, la population baisse car la fécondité est devenue très basse. C'est notamment le cas à Naples ou Athènes, mais aussi dans la plupart des villes japonaises et sud-coréennes. Alors nous allons maintenant essayer de comprendre quels sont les atouts qui permettent à certaines métropoles, plus qu'à d'autres, d'avoir une influence à l'échelle mondiale. Par ailleurs, on va le voir, ces métropoles influentes forment à présent un réseau qui donne l'impression de commander le monde. Partie 2, le processus de métropolisation et le rôle des villes mondiales. Grand A, mesurer la métropolisation. Comme nous l'avons dit en introduction, sous l'effet de la métropolisation, les villes concentrent non seulement les hommes, mais aussi les richesses et les fonctions de commandement. Ce sont ces éléments qui permettent de juger de la puissance globale des métropoles. La richesse produite par les villes est estimée à partir du produit urbain brut, c'est le PUB. Le PUB est donc fonction à la fois du nombre d'habitants de la ville, mais aussi et surtout de la richesse moyenne de chacun de ses habitants. En la matière, Tokyo est une ville exceptionnelle puisque son PUB de 1800 milliards de dollars est équivalent au PIB cumulé de tous les pays d'Afrique subsaharienne. Mais ce n'est pas tout. Pour estimer la puissance globale d'une ville, il faut aussi connaître sa capacité à exercer des fonctions de commandement. Ces fonctions de commandement sont économiques avec les sièges sociaux des firmes transnationales et les places boursières. Ces fonctions sont généralement concentrées dans le quartier des affaires comme la City à Londres. Ces fonctions de commandement sont aussi culturelles et scientifiques. On pensera par exemple aux universités prestigieuses de Boston comme Harvard et le MIT qui font rayonner la ville à l'échelle mondiale. Dans le domaine culturel, les musées comme le Louvre ou le Guggenheim peuvent aussi jouer un rôle significatif dans le rayonnement d'une métropole. Enfin, les fonctions de commandement sont évidemment politiques et diplomatiques au travers des ministères, assemblées et ambassades que l'on trouve dans toutes les capitales politiques. Certaines métropoles peuvent aussi accueillir des institutions internationales comme l'ONU, l'OMC ou le FMI. Ces fonctions politiques procurent parfois à des métropoles modestes un rayonnement qui va bien au-delà de ce que les critères démographiques et économiques pourraient produire. L'ensemble de ces fonctions de commandement associées au poids démographique et économique permet de réaliser un classement de la puissance globale des métropoles. Le nom donné aux villes les plus puissantes varie, Global Cities, Ville Alpha++, ou encore Ville mondiale. Ces villes exercent une influence majeure sur le monde et en retour, ce sont elles qui se voient attribuer des événements planétaires comme les Jeux Olympiques et les expositions universelles. L'attribution des Jeux Olympiques à Pékin en 2008 consacre par exemple l'entrée de la ville dans le club fermé des grandes mégapoles d'influence mondiale. L'attribution des Jeux Olympiques à 3 reprises à la mégapole londonienne témoigne aussi du rôle majeur et durable joué par cette ville à l'échelle mondiale. En effet, dans le cas de Londres, non seulement le PUB est très élevé puisqu'il se classe au 5e rang mondial, mais elle est aussi influente par l'ensemble des fonctions de commandement qu'elle héberge. En effet, grâce au quartier de la City, Londres concentre les sièges sociaux de nombreuses firmes transnationales, tout en étant une place boursière majeure. La ville possède aussi des centres de recherche et des musées comme le British Museum qui font sa renommée dans les domaines scientifiques et culturels. Enfin, au niveau politique et diplomatique, elle conserve une influence à l'échelle mondiale et notamment dans les pays de l'ancien Empire britannique. En comparaison, Shanghai se trouve en retrait dans le classement des villes mondiales dans la mesure où l'influence de cette mégapole se limite aux composantes économiques de la puissance. Enfin, de plus en plus de mégapoles asiatiques et africaines comme Karachi, Calcutta ou Lagos sont totalement dépourvues d'influence mondiale, alors même que leur population est parfois supérieure à certaines villes mondiales comme Londres ou Paris. Grand B, les métropoles qui structurent l'espace mondial. À l'échelle planétaire, ce sont d'ailleurs 4 villes localisées dans d'anciens pays industriels qui dominent encore largement le classement des villes mondiales. Il s'agit de New York, Londres, Paris et Tokyo. Leur influence est globale. À la puissance économique s'ajoutent par exemple les puissances financières, politiques, scientifiques et culturelles. On remarquera
que la localisation de ces 4 premières villes mondiales dessine les grandes lignes de la fameuse triade, un concept qui n'est donc pas totalement obsolète. Toujours dans ces pays, on retrouve d'autres villes ayant une influence majeure. Aux États-Unis, Los Angeles, Chicago et Washington se partagent des pouvoirs médiatiques, financiers ou politiques, alors que Bruxelles doit son rayonnement au rôle politique et diplomatique joué au sein des instances européennes. Enfin, dans les pays émergents et notamment sur le littoral d'Asie orientale, les grandes métropoles jouent un rôle croissant à l'échelle mondiale. Des villes comme Singapour, Hong Kong ou Séoul ont désormais un rôle économique et commercial d'envergure mondiale. En revanche, elles ne sont pas encore en mesure de rayonner à cette échelle dans d'autres domaines de la puissance. Contrairement à la carte des mégapoles, cette carte des villes mondiales montre l'importance jouée par les villes des pays riches dans la marche économique, politique et culturelle du monde. C'est encore dans ces grandes régions urbaines des pays du Nord que se prennent la plupart des décisions. Dans le nord-est des États-Unis, en Europe de l'Ouest et au Japon, ces grandes régions urbaines forment de véritables mégalopoles. Ces mégalopoles peuvent être définies comme étant de vastes régions à dominante urbaine, regroupant plusieurs métropoles millionnaires reliées entre elles par un réseau dense d'axes de transport et de communication. En Europe, par exemple, la mégalopole s'étire du sud-est de l'Angleterre jusqu'à l'Italie du Nord. Au sein de cet espace, non seulement les villes millionnaires sont nombreuses et proches, mais elles sont surtout connectées par un vaste panel de réseaux permettant le déplacement rapide et facile des personnes, des biens et des informations. Sous l'effet de l'urbanisation croissante, dans certaines régions du monde, d'autres mégalopoles sont en formation, comme dans le sud de la Chine ou sur la côte ouest des États-Unis. On parle alors de corridors urbains ou de conurbation pour définir ces mégalopoles incomplètes. L'exemple le plus connu est celui de la fameuse San qui relie San Francisco à San Diego en passant par Los Angeles sur la côte californienne des États-Unis. Cette conurbation regroupe plus de 40 millions d'habitants et des pôles scientifiques et médiatiques au rayonnement mondial. Grand C, l'archipel mégapolitain mondial. Mais replaçons-nous à une échelle mondiale. À cette échelle, on constate que les grandes villes mondiales fonctionnent également en réseau. Ce réseau, c'est encore et surtout celui formé au cours des 50 dernières années entre les grandes mégapoles de la triade, et plus globalement entre les grandes métropoles des pays du Nord. Au cours de la dernière décennie, on constate malgré tout que les échanges entre métropoles du Nord et métropoles du Sud se sont intensifiés. De plus en plus, ces échanges se réalisent même entre métropoles du Sud, notamment en Asie et sur le pourtour de l'océan Indien. Pour permettre ces échanges, les grandes métropoles influentes sont dotées de toutes les infrastructures de transport modernes et notamment des aéroports. Ainsi, la ville de Dubaï est-elle non seulement parfaitement connectée aux villes du Moyen-Orient, mais aussi à l'ensemble des grandes métropoles influentes de la planète. Ce réseau, formé par l'ensemble des échanges qui s'effectuent chaque jour entre les grandes métropoles mondiales, forme ce que l'on appelle l'archipel mégapolitain mondial. Aujourd'hui, c'est au sein de ces villes que se prennent les grandes décisions et que se dessine le monde de demain. Ce réseau de villes donne parfois l'impression de fonctionner sans lien avec le reste du monde, comme si l'espace existant entre ces villes était un océan de vide. D'où ce nom d'archipel mégapolitain. On l'aura compris, l'urbanisation est un phénomène majeur qui contribue activement à l'organisation de l'espace. D'un pays à l'autre, la situation reste néanmoins inégale. Aujourd'hui, c'est surtout dans les pays du Sud que l'on construit des villes, mais ce sont encore les villes mondiales des pays du Nord qui structurent et dictent la marche du monde. Pour aller plus loin, l'excellent Géographie urbaine de Pascal Nedelec, un ouvrage destiné aux élèves ambitieux mais tout à fait accessible, avec de nombreuses études de cas, des cours et des méthodes commentées, et comme toujours, les indispensables fichebacks édités chez Hatier. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Ton cours en 10 minutes. Rendez-vous pour la suite du programme sur notre chaîne, et d'ici là, n'oubliez pas de consulter les liens qui s'affichent ci-dessous. Ils vous donnent accès non seulement aux ouvrages utilisés pour préparer cette vidéo, mais aussi au PDF qui vous permettra de lire et relire le contenu de cette vidéo. Vous trouverez aussi les liens vers les vidéos qui traitent les autres chapitres de ce thème de géographie. À bientôt et restez curieux.